Cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration du Gîte au Ruisseau Enchanté, situé au 105 chemin du Rancette à Mont-Tremblant, au téléphone 819-425-7265. À la recherche d'un endroit paisible pour prendre un temps de repos, le Gîte au Ruisseau Enchanté est l'endroit tout indiqué pour vivre un séjour inoubliable. 3 chambres confortables avec salle de bain privée et le petit déjeuner gastronomique vous convaincront de revenir. Le Gîte au Ruisseau Enchanté de Mont-Tremblant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission Au cœur des lettres. Nous sommes privilégiés aujourd'hui puisque nous sommes reçus à la Salle des Arts du service des loisirs et de la culture de la ville de Mont-Tremblant. Et aujourd'hui, mon invité n'est nul autre que le célèbre écrivain Claude Jasmin. Bonjour, Monsieur Jasmin. Bonjour. Monsieur Jasmin, vous êtes un des auteurs québécois les plus connus. Vous avez été, vous êtes peut-être encore, je ne sais pas, tour à tour, beaucoup de personnages et beaucoup de choses. Vous avez été céramiste, acteur, marionnettiste, critique d'art, professeur d'histoire de l'art, pamphlétaire, ça vous ressemble, chroniqueur de radio et de télé, peintre, aquarelliste. Je suis sûre que j'en oublie. Vous avez été illustrateur, vous avez travaillé longtemps comme scénariste à Radio-Canada, mais vous êtes avant tout, pour tous les gens qui vous connaissent, l'écrivain. Alors, notre émission aujourd'hui se veut un regard dans votre vie et au-delà de La Petite Patrie, votre célèbre roman, qui a fait beaucoup de petits. J'aimerais savoir c'est qui, M. Jasmin, derrière ce personnage-là? Bon, vous êtes un petit gars de Montréal, c'est sûr. Vous savez, on me dit souvent que j'ai fait toutes sortes de métiers, mais au fond, j'en ai fait 2. Un avec une plume à dessiner, à illustrer. Même en céramique, on utilise souvent la plume, on prépare des projets. Et puis l'autre, c'est la plume à écrire des romans. Dans le fond, il y a toujours une plume ou un crayon, disons. Je dessinais ou je rédigeais. C'est ça. Vous étiez nul en mathématiques, j'ai vu. Oui, j'allais dire, qui c'est que vous avez répété ça? Nul! Mais nul! Au collège André Grasset, on m'avait fait venir pour me dire, vous savez, M. Jasmin, vous avez battu un record. J'ai dit, mon Dieu, moi? J'ai dit, en quelle matière? Il dit, en mathématiques. On n'a jamais vu ça. 3 dixièmes de points sur 20. Ils ont dit, on n'a jamais vu ça dans nos annales. Alors là, tu te sens un peu comme un misérable. Non pas que j'aurais voulu être un grand mathématicien, mais j'aurais voulu avoir une note au moins 50 sur 100. C'est bizarre, on m'a dit que c'est une question... j'ai fréquenté toutes sortes de monde dans ma vie, dont des psychologues, des psychanalystes. Et on m'a dit, est-ce que tu sais qu'un enfant qui a des problèmes avec les mathématiques est un enfant qui a des problèmes avec son père? Mais votre père était restaurateur et qu'il n'était pas content que vous vouliez vous diriger vers les beaux-arts. Oh non, non. Mon père aurait voulu que je fasse un prêtre. Lui-même aurait voulu faire un prêtre, mais lui aussi avait raté ses études au Collège Sainte-Thérèse en mathématiques. C'est drôle, l'hérédité. Alors peut-être qu'il a voulu se reprendre avec moi, tu vas faire un prêtre, Claude. Tu sais, quand tu as 10 ans, j'ai dit, oui, papa, j'aimais ça, moi. J'étais servant de messe, puis j'aimais beaucoup l'encensoir, tu sais, les soutanes rouges, les jours de fête. Alors à 10 ans, j'ai dit, certainement, papa, il a dit à ma mère, il va faire un prêtre, il ne refuse pas. Ma grand-mère, qui m'adorait et qui habitait à l'étage, a dit, il ne fera pas un prêtre, il va faire le premier pape canadien-français. Là, j'avais la grosse tête, Oui. mais j'ai pas fait un prêtre. Vous aviez la grosse tête, mais vous étiez quand même assez docile puisque vous avez suivi ces recommandations, vous vous êtes dirigé vers d'autres études. Le cours classique tombait de moitié prix, tu sais, ça comptait pour mon père qui tenait un petit restaurant. Et puis, je me suis vite aperçu que les petites filles m'intéressaient. Dès l'âge de 13 ans, j'avais une blonde. J'aimais les filles. J'aime encore les filles.
Je vous aime, je suis content qu'il y ait une animatrice ici, pas un animateur. Je me suis vite aperçu. S'il y avait permis aux prêtres de se marier, j'aurais peut-être gardé la ligne. Parce que j'aurais pas détesté prêcher en chair. J'aurais voulu faire un avocat ou un prêtre prêcher. J'ai fait du théâtre amateur, tu sais, mais quand j'ai su que les prêtres se mariaient pas, ça m'a refroidi net. Moi, ce qui m'a intrigué quand je lisais donc, votre site web, parce qu'il est assez fourni, hein, on apprend beaucoup de choses sur vous. Oui, mon gendre est très dévoué. Oui, c'est ça, mais marionnettiste, parlez-moi de ça un petit peu. Marionnettiste, c'est vraiment quelque chose de spécial, en fait. Oui. Est-ce que vous étiez derrière les personnages ou vous activiez C'était comme le théâtre des pauvres. J'aurais voulu être acteur, je faisais un petit peu de théâtre amateur, mais ça prenait un peu d'argent pour monter des pièces. Les marionnettes, ça coûte pas cher. C'est vrai. Je faisais ça dans la cave, derrière le restaurant de papa, et le papier mâché. Tu sais, ça coûte rien. Tu peux avoir un théâtre complet, gros comme ça. Alors, je m'étais monté un petit théâtre et on a donné quelques représentations. Et puis là, le théâtre amateur m'a vraiment englobé. Vous savez que j'ai travaillé avec Buissonneau sur la roulotte. Mais Buissonneau m'a cassé ma carrière. Il m'a dit, Claude, comme décorateur, t'es bon, t'es très utile à la roulotte. Et puis mais vous il êtes dit, resté... tu chantes faux, tu sais pas danser. Moi qui dansais à Pointe-Calumet, le boogie-woogie. Il m'a dit, tu chantes faux, oublie donc ça, la carrière de comédien. Et je suis resté dans le décor. C'est ça. Mais en fait, vous êtes resté dans le décor, mais ça a dû vous nourrir aussi parce que c'est vraiment un concours de circonstances qui a fait que vous avez été au chômage ou il y avait la grève à Radio-Canada, je ne sais plus trop. Et ça vous a donné le goût de commencer un premier livre. Oui, c'est vrai. C'est dans mon site, ça aussi. Tout à fait. Je ne savais pas qu'on avait mis ça, c'est vrai. Il y avait une grève, la grève des réalisateurs, et j'ai écrit un premier manuscrit, pendant la grève. Il faut toujours que je me sois occupé, moi. Oui. Alors, il y avait des menuisiers à Radio-Canada avec les décorateurs, des peintres, ils se prenaient des petits contrats un peu partout. Mais quand tu es décorateur, tu ne peux pas faire des décors dans ton salon. Non. Et je m'étais mis à écrire un premier roman, oui. Est-ce que c'était La corde au cou? C'était une sorte de petite patrie, j'avais appelé ça « Et puis tout est silence ». Ça a apparu dans une revue littéraire. Et je racontais mon enfance, mais très stylisée. J'avais changé le nom de mes sœurs, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, qu'on pouvait garder les vrais noms. J'avais donc tout changé, j'avais ajouté une intrigue. Et puis finalement, je l'avais envoyé au concours du Cercle du livre de France, je n'avais pas gagné. Mais vous avez là, fait je me suis remarquer. avec la corde au cou l'année suivante, puis là, j'ai gagné. C'est ça. Et ça m'a mis le pied dans l'étrier. Le pied dans la corde au cou. Le titre était bien choisi, quoi. Mais pour vous, c'est pas d'avoir la corde au cou que d'être écrivain, parce que vous avez été très prolifique. Oui, c'est un garçon qui vient de tuer sa maîtresse à Sainte-Adèle dans une piscine de riches, où sa maîtresse est en train de devenir la maîtresse d'un homme riche. Alors, il la noie dans la piscine et il se sauve à travers les Laurentides vers le lac des Deux-Montagnes. Alors, il a peur de la corde. Il pense toujours à la corde au cou. Il ramasse une corde et pendant qu'il se sauve la nuit, il se met une corde au cou. De là, le titre. Ouais. Donc, vous avez vraiment puisé vos sujets, on peut dire, dans la vie réelle. Je pige toujours dans la vie réelle. Ouais. Je change les choses. Ah oui, il y avait eu un journaliste, on était en 1960, vous n'étiez pas au monde, chanceuse de Rosette, et il y a un journaliste qui m'a dit, est-ce qu'on pourrait photographier des lieux qui vous ont inspiré? J'ai dit oui. Chaque chapitre est un lieu qui m'a inspiré. Et je suis parti avec le photographe du Petit Journal, c'est un hebdomadaire populaire, et il avait fait un reportage sur 2 pages, plein de photos. Je lui avais tout montré ce qu'il y a dans la corde au cou, la petite cabane, je la connaissais parce que je passais souvent là, à Saint-Benoît. Il était étonné de voir que je lui montrais tous les endroits, l'église de Saint-Scolastique. Regardez, elle est là. Je passais en voiture. Il me dit, mais c'est extraordinaire, tous les lieux existent. Je dis, oui, on a fait un film avec Pierre Patry. La corde au cou va ressortir au mois de mars l'année prochaine pour son 50e anniversaire. Chez Pierre Tisser, chez Charles Tisser. À quoi vous attribuez le fait que vos romans ont connu tant de succès? La Petite Patrie, par exemple. Oui, La Petite Patrie a eu beaucoup de succès. C'est encore édité chaque année après 35 ans. Mais il y a eu des livres qui n'ont eu aucun succès. Aucun succès.
Alors, comment vous expliquez ça, finalement? Ça, c'est un mystère C'est un pour mystère, moi. hein. J'avais, dans ma paroisse à Sainte-Cécile de Montréal, il y avait l'ennemi numéro 1 du Canada, Richard Blass, un tueur, un assassin, un voleur. Il voulait rivaliser avec la mafia italienne. Il se sauvait de prison, on l'appelait le chat. Et quand j'ai su qu'un petit gars de mon quartier, de la petite patrie, avait réussi, si je puis dire, avait réussi à être l'ennemi public numéro 1, il était recherché sur tout le continent, j'ai fait un roman là-dessus. À la fin de sa sinistre carrière, sur la rue Beaubien, il a enfermé toute la clientèle dans l'armoire à bière, puis il a mis le feu. C'était un monstre. D'ailleurs, la police l'a tué. Ici, à Val-David, ils ont su dans quel chalet il était. Et à l'aube, paf, brrr, ils l'ont mitraillé comme à Paris. Mesrine, qu'ils appellent Myrine, il a été assassiné par la police. Ils en avaient là. Eh bien, ce livre-là, qui s'appelle L'armoire du Pantagruel, je pensais qu'on vendrait ça comme des petits pains chauds. C'est une histoire extraordinaire avec la famille de Richard Blass que je lui avais imaginé les mauvais coups. On n'en a pas vendu. On en a vendu 500, 600. C'est étonnant. Et comme vous dites, pourquoi celui-là marche pas, l'autre marche, celui-là marche pas? C'est un mystère. Mais peut-être, si on reprend la petite patrie, c'est parce que les gens se retrouvaient dans leur quotidien. Il y a ça, oui, c'est gentil. Oui, non, c'est gentil. Oui, c'est gentil. Les gens étaient ravis. Vous avez raison. Oui. J'avais peur que ça intéresse juste le quartier Villeray, Oui. puis je recevais des lettres de Québec, de Trois-Rivières, de Sherbrooke. C'est pareil. Nous autres aussi, on avait des marchands de glace qui criaient « Glace en haut, glace en bas, 50 cents de petits morceaux ». On avait ils me disaient, des gens de Québec, de Trois-Rivières, on avait ça, des marchands de « On a des choux, des carottes, des radis, du beau blé d'Inde ». Vous aviez ça? Oui, on avait le guenillou, hein, des guenilles à vendre. Et je me suis aperçu que tout ce que j'ai raconté sur Villeray, c'était la même chose partout, à Trois-Rivières, à Québec. De là, sans doute, le succès du livre et de la télésérie après. Non, c'est ça, vous les avez croqués dans leur quotidien, puis les gens aiment se retrouver, en fait, avoir une espèce de miroir de leur quotidien. Oui, et c'est toujours rassurant. J'ai été élevé par la ruelle, j'ai été élevé par tout le quartier. Tu sais, on dit maintenant que pour les Africains, c'est un village qui élève l'enfant. Eh bien, c'est un peu vrai avant la télévision. Tout mon entourage, c'était d'une chaleur, d'une solidarité. Les voisines... Claude, pourquoi tu grimpes sur la clôture avec ton petit habit neuf du dimanche? Descends de là, c'était pas ma mère. Ah, c'est ça. Mais les voisines s'intéressaient aux autres. Bon, je connaissais le nom de toutes les voisines, de tous les voisins. Alors qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent pas leurs voisins. Ils rentrent chez eux, regardent la télé, ils sortent, vont travailler. Alors, j'ai une nostalgie de cette époque-là, de chaleur, pas juste pour les marchands ambulants, pour des voisins. Il y en a qu'on haïssait, qu'on détestait. Il y avait des voisines qui étaient méchantes, des vieilles filles aigries. Mais il y avait des voisines extraordinaires qui nous donnaient des bonbons, des fruits. Il y avait des Italiens dans la rue de Rolette, derrière chez nous, qui faisaient jouer de l'opéra. Tu découvres le son de l'opéra, qui font pousser des tomates dans leur cour, alors que nous, ils ne poussent rien. Ils nous ont enseigné à planter des tomates, de la laitue, faire pousser du tabac. Ils ont montré à mon père à faire du vin. Et mon père s'est mis à faire du vin, comme les Italiens de mon quartier. Donc, c'est vraiment une enfance très riche. Mon enfance a été merveilleuse. Et ça doit déteindre dans le livre. Très probablement, oui. Alors, comment vous faites dans votre quotidien pour écrire? Parce que vous écrivez toujours, vous êtes toujours actif, vous avez une chronique dans le journal Accès, vous arrêtez jamais, finalement. Oui, c'est vrai. Un temps, j'avais mes décors à Radio-Canada, dans les variétés. J'enseignais l'histoire de l'art moderne, 300 élèves par semaine. J'avais la critique d'art de la presse, j'avais une page tous les samedis. Un téléthéâtre par année et un roman. Et vous êtes un hyperactif. Je me dis, comment ça se fait que je faisais tout ça, mon Dieu? Ma fille me dit, papa, je me souviens de toi. Quand je pense à toi, quand j'étais jeune, elle dit, j'entends tac, 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 le dactylo. Et ils ont dit, sur le billet à remettre à vos parents, cet élève ne sera pas repris au Grasset, car c'est un indésirable. Le mot m'avait fait mal. La réalisation de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration de Marcel Broquet, la nouvelle édition. 50 ans de succès dans le livre. Bonne émission.
et Jérémy, on a tous les deux une jambe artificielle pour aller dans l'eau. On fait partie des amputés de guerre. Pour vivre pleinement sa vie d'enfant. Les amputés de guerre. Tu peux me dire pourquoi j'irai voter aux élections municipales? 1er novembre, on vote. Veux-tu même dire pourquoi j'irai voter aux élections municipales? « 1er novembre, on vote. Veux-tu bien me dire pourquoi j'irai voter aux élections municipales? Franchement. « 1er novembre, on vote. » Dites-moi, vous avez rencontré des personnages fabuleux. Là, je lisais aussi que vous avez fait des cours de philosophie, puis vous étiez les rejetés. Expliquez-moi donc ça un petit peu. Vous avez rencontré Jacques Languirand, puis vous nommez les rejetés Qui c'est qui vous des a raconté? collèges. Là, ça, c'est pas dans mon site, ça. Là, vous avez un informateur, un salaud, un de mes amis, je suppose. Vous lui avez téléphoné? On a dit qu'on voulait connaître un petit peu de détails croustillants de la vie de Claude Jasmin, donc voilà. Je ne sais pas Quel pourquoi. mauvais coup aviez-vous fait? Je ne sais pas. On a mis le feu au local des scouts, par exemple. Il paraît que ça se fait pas. Mais c'était des maudits bavards. On allait dans le champ. Au Grasset, il y avait des champs. Il n'y avait pas des condos comme aujourd'hui. Et on allait flirter les filles de la paroisse voisine. Puis les scouts, ça bavasse, ça. On a vu Jasmin et sa gang là, dans le champ des Snelles. On a mis le feu à leur local. Là, ça a commencé à aller très mal pour moi. Ils ont su que j'étais un peu le chef de la gang des mécréants. Si bien qu'on m'a mis dehors. Et ils ont dit, sur le billet à remettre à vos parents, cet élève ne sera pas repris au Grasset, car c'est un indésirable. Le mot m'avait fait mal. Ils auraient dit, c'est un mécréant, c'est un ci, un indésirable. Un voyou, un indésirable. Ma mère a pleuré, tu sais, elle voulait que je devienne avocat. Mon père a pleuré, il voulait que je devienne prêtre. Et c'est comme ça qu'on s'est ramassé à l'Usion avec les Jacques Languirand, d'autres mécréants. Il y en a qui ont continué, sont allés au Collège Saint-Denis ou chez Mongeau, Saint-Hilaire. Il y avait 2 collèges privés où on prenait les voyous. Mais moi, j'ai abandonné. Je suis allé dans une école de métier, je suis allé en céramique, étudier la céramique. Quand même, un petit bout des beaux-arts, quand même. Mon père m'a dit, Claude, avec la vaisselle, là, tu vas pouvoir vivre de ton métier toute ta vie. Pauvre papa. La vaisselle arrivait du Japon, 85 morceaux pour 15 $. On n'était pas capable de rivaliser avec la vaisselle japonaise. Mais non. Vous n'avez pas écrit un livre qui s'appelle justement La vaisselle? Saint-Adèle, la vaisselle. La vaisselle. Parce qu'à un moment donné, le professeur de céramique m'a dit, tu veux aller à Saint-Adèle, il y a une job là, à prendre, professeur de modelage. C'est dans une écurie, mais l'écurie, c'est une ancienne écurie de Chantelaire. Je suis parti là comme un seul homme. J'ai fait patate, j'ai fait faillite, il n'y avait pas d'élèves. Quelle époque de misère. Je pensais jamais m'en sortir, Vera. J'étais découragé. Oui. J'ai vécu à 20-21 ans dans une détresse. J'ai pensé me tuer. Et je dis aux jeunes qui nous écoutent, ne vous tuez pas, la vie est belle, la vie est bonne. Mais qu'est-ce qui vous désespérait à ce point-là? Parce que vous aviez commencé la céramique. J'avais plus un sou, puis je ne pouvais plus laver la vaisselle. C'est des machines énormes. Vous sortez de là, les fouteurs de votre chemise. Puis j'ai dit, merde, j'ai étudié quand même au Grasset pendant 4 ans. J'ai étudié 3 ans à l'école du meuble et me voilà laveur de vaisselle. Et je venais de recevoir mon four, c'est du 500 watts, ça. Et j'ai voulu prendre les 2 fils. Ça a duré quelques secondes, tu sais. Puis j'ai dit, Je suis allé au bord du Lacron, là, les enfants jouaient. Je suis revenu. Et je dis aux jeunes, ne vous tuez pas. Vous ne savez pas l'avenir. Ça va mal aujourd'hui, mais demain, mais l'an prochain. Vous voyez, pour moi, ça a été pas pire après. C'est vrai, il faut garder l'espoir. Oui. C'est un petit peu comme ça que finit votre dernier livre, Le rire de Jésus, d'ailleurs. Oui. Est-ce que vous nous en liriez un petit bien passage? sûr. Parce que les valeurs qui vous animent, en fait, on retrouve pas mal de Un votre peu, verbe aussi,
Je trouvais, quand j'avais vu ça, que vous connaissiez Oui. Jacques Languirand, que finalement, on Oui. retrouve un petit peu le même genre de personnes Oui, c'est vrai. qui, C'est vrai, ça. C'est un qui, bon parallèle. qui sont très, très libres dans Oui. leurs propos et dans leurs pensées, Oui. puis qui Et assument... puis, j'aime Jésus. Je suis très anticlérical et je ne pratique aucune religion, mais Jésus, je l'aime. Oui. Et Pourquoi? quand je relis l'Évangile, je l'aime encore. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui a retrouvé Jésus, qui avait été son ami d'enfance, qui l'avait vu rire. Il faut dire que c'est un livre, vous avez fait une espèce de parodie Oui. de la société actuelle, Un peu, sous oui, en le parallèle. couvert de Jésus, puis vous vous êtes Oui. posé la question, que Oui. serait notre monde C'est si ça. il y avait eu d'autres réactions vis-à-vis de Jésus, quoi, c'est ça? Donc vous avez inventé un personnage J'ai inventé un qui est personnage. Aran, je crois, c'est ça, qui est Aram, l'ami de... Oui, qui est l'ami de Jésus, de qui Jésus. était son ami d'enfance. C'est ça. C'est important pour moi, les amis d'enfance. Donc c'est ce qui fait un petit peu l'intérêt de ce livre-là, c'est comme Jésus à l'époque moderne, Oui. maintenant. Oui, puis certains lecteurs m'ont dit que j'avais rappelé des choses qu'ils avaient oubliées, que Jérusalem était une ville occupée, Oui, comme les nazis en France ou en Belgique. c'est ça. Et Et il y ça, avait ça- là des Romains qui occupaient la ville de Jérusalem, Oui. et donc il y avait des prises d'otages, il y avait de la résistance. C'est ça. Mais ça parle d'espoir, donc on vous écoute. Oui, dans alors ça. je termine mon livre sur Jésus par Aram, qui est devenu vieux et qui s'est converti à son ami Jésus. Et il est rendu en France, parce que les jasmins viennent de Poitiers, je le fais monter vers Poitiers. Là, je m'amuse, tu sais. C'est curieux, le temps a passé, lentement. Je me sens envahi d'une sérénité impossible à imaginer quand j'ouvrais mes comptoirs jusqu'en Macédoine. Je suis un très vieil homme maintenant, un homme apaisé, changé et bien heureux. J'attends la mort, mais en toute quiétude, n'ayant plus à courir partout pour calculer mes profits, mes pertes. Mon ancienne vie me semble s'être déroulée il y a 1000 ans. Hier, au début de la nuit, avec des Gaulois, je vous ai dit qu'il était en France, avec des Gaulois autour d'un feu de camp, j'ai raconté Jésus. Et j'ai encore éclaté de rire. Et mon fils m'a dit, « Papa, tu dois avoir le rire de Jésus, celui dont tu me parlais si souvent. » Et j'ai eu un point au cœur. Pourquoi l'a-t-on crucifié? Brel chante, pourquoi a-t-on tué Jaurès? Pourquoi l'a-t-on crucifié? On serait avec un vieux Jésus sur ses chemins en Gaule. Ce matin, dès l'aube, les bagages faits, nous avons repris notre route. Deux pèlerins heureux, un père avec son fils. Mais je tousse beaucoup, ce qui est vrai, hélas. Beaucoup trop, dit Daniel, mon fils inquiet. J'imagine que je vais mourir avant d'arriver à cette fameuse Lutetia, qui est le nom de Paris. Et il va arrêter à Poitiers. Peu importe, je vais mourir assuré, heureux d'aller retrouver mon ami Jésus. Ce gamin, sérieux et joyeux à la fois, qui aimait rire, ce garçon au grand cœur qui nous querellait. Et quand il découvrait nos cruelles moqueries face à ce travesti, par exemple, il ne riait plus du tout. Eh bien, ma vie actuelle, à la Via Agrippa, César, qui était là il y a 50 ans, a ouvert la Via Agrippa. Ma vie actuelle, à la Via Agrippa, eh bien, je tousse de plus en plus. Mais je suis de plus en plus heureux. J'ai vraiment hâte de retrouver ce fils d'un simple menuisier, devenu le Fils de l'homme, de retrouver mon joyeux petit voisin, si souvent riant aux éclats, lui de Nazareth, comme moi je suis de Nazareth. Monsieur Jasmin, est-ce que vous êtes en paix? Oui, je suis très serein. C'est drôle, vous me parliez de ça, parce que hier, mon fils, il habite maintenant à Val-David, il est venu me voir, il a 55, il m'a dit, tu sais, papa, je pourrais mourir maintenant, ça me fait rien, j'ai vécu, je suis heureux. Ça m'a fait le plus grand bonheur et je lui ai dit, moi aussi, moi je vais avoir 80 bientôt. Et moi aussi, je peux mourir, j'ai pas peur de la mort. Vraiment, la vie était correcte avec moi. Vous êtes de la bonne graine, finalement, malgré les apparences. Oubliez pas que j'ai été élevé à côté du marché Jean Talon. Je dis toujours ça aux gens. Alors, Les légumes Les bio. légumes. Mais je déteste les légumes. Et quand Raymond me fait des légumes, je boude. Ma mère m'en a trop fait manger. C'est vrai, oui. Bon, C'est vrai. elle allait au marché Jean Talon le samedi, 6h moins quart. Claude, prends ta brouette, ma petite voiturette. On va aller au marché parce que là, il coupait les prix. Les maraîchers s'en allaient. Il fallait qu'ils vident le marché Jean Talon à 6h. Alors là, il coupait les prix en deux. Ma mère, la voiturette était remplie de légumes.
On a-tu mangé des bouillies Ah, aux vous navets, étiez- puis aux raves, puis aux carottes? Vous étiez 7 chez vous, hein? 7 enfants, c'est Oui. ça. Donc, ça prenait beaucoup de légumes. Oui, beaucoup de légumes, oui. Oui, elle disait qu'elle faisait des bouillies au bœuf, je sais pas quoi. On cherchait la viande, il y avait 2-3 petits morceaux de viande. C'était des légumes. Oui, c'est ça Et qui c'est vous ça a... peut-être qui m'a gardé en bonne santé relative. Certainement, certainement. Dans votre vie, vous avez vraiment assumé toutes vos valeurs. La liberté, pour vous, c'est quelque chose de La très liberté, important. oui. Vous aviez Il y en écrit a un qui quelque était fou de la chose- liberté, qui vient de mourir, là. Oui. Mon camarade cinéaste, Falardeau. Ah oui. Il était fou, il était malade de liberté. Il était enragé. Moi, je ne suis pas enragé. Est-ce que vous l'avez déjà été? J'ai été révolté, oui. Oui. C'est ce qui Vous vous a... parliez de moi comme pamphlétaire, là. valu, J'ai écrit euh, des pamphlets assez raides. Vous vous êtes fait remarquer quelquefois quand même par votre Oui, franc-parler. j'ai écrit des choses cruelles parfois, que je Ouais. regrette, Oui. Perrette, que je regrette. Oui. Parce qu'il ne faut pas être méchant. Non. Et j'étais méchant à 30 ans, j'étais... Incisif. Ah oui, si un peintre ou un sculpteur exposait des choses qui me paraissaient faibles, paf! Ouais. C'est inutile de rentrer dans le monde Vous comme vouliez être franc. ça. Oui, puis tu sais, dans ce métier-là, on veut se faire remarquer, alors on ne veut Oui. pas écrire mou, on ne veut pas écrire trop doux. Mais on en revient en vieillissant. Ça revient toujours à la valeur qui est la liberté, qui est Oui. une valeur profonde chez vous. Ah, D'ailleurs, ça, vous oui. avez écrit, je crois, « Gardons l'esprit libre, c'est l'unique quiétude, la vraie, la seule vraie ». C'est ça? Oui. Il Dans- faut payer pour ça. Il faut payer pour ça, oui. Oui, j'ai payé. Oui. Oui, Pas de regret. j'ai des promotions qui m'étaient dues et qui m'ont été enlevées. Je À l'ai su cause de- après. À cause de ma franchise. Oui. En part ça, j'étais indépendantiste, je le suis toujours. Hmm. Et dans certains milieux, être indépendantiste, c'est de la merde pour eux. Alors, Ben oui. paf, Mais au bout du on compte, bloquait. vous êtes resté intègre. Bon, oui. C'est ça. Oui, je suis resté fidèle à moi-même, Voilà. à mes valeurs, comme vous le disiez. C'est ce qui nous distingue finalement, Oui. quand on ose assumer ses différences. Oui, oui. Mais ce n'est pas Oui. toujours facile. hein. Oui, puis je veux pas être ami de tout le monde. Non. J'ai un ami qui m'a dit, comment tu fais pour vivre? Il y a des gens qui te haïssent, parce qu'il y a Ouais. des gens qui me haïssent, qui me détestent. Mais je lui dis, je veux pas être ami de tout le monde. Il y a des gens, je veux pas qu'ils m'aiment. Comme, comme en France, là, le chef de la droite, là, comment il s'appelle, Le Pen. Ouais. Si on me disait, tu sais que Le Pen t'aime beaucoup, je ferais une dépression. Je veux pas que cet homme-là m'aime. Il y a des gens dans la vie que je ne veux pas qu'ils m'aiment. Oui, oui. C'est ça, vous gardez votre autonomie, Ben votre oui, intégrité mais vous entière. savez qu'il y a beaucoup de monde que c'est leur problème. Oui. Ils veulent que tout le monde Ouais, les aime. Effectivement, effectivement. Mais nous, on veut vous garder tel que vous êtes, M. Jasmin. Merci. Et nous avons déjà terminé notre entretien Ça a au passé cœur très des vite. lettres. Ça a passé vraiment très, très vite. Donc, moi, je tiens à vous Ben, remercier. avec vous, vous êtes allumé, d'avoir- vous avez l'air intéressé par votre victime. Ça aide à faire passer le temps. Oui, tout à fait. Non, mais il y a des je veux pas vous flagorner, mais il y a des intervieweurs, on a envie de s'endormir et de ronfler. Oui. Bon, Pas avec on vous. l'a échappé belle pour cette semaine. Alors écoutez, mesdames et messieurs, voici donc la fin de notre émission Au cœur des lettres. Je vous souhaite une très très belle semaine de lecture et Monsieur Jasmin, écoutez, vous ne démentez pas votre personnalité. Merci. Pour moi, vous êtes vraiment un univers de l'écrit qui est sans fin, puis vous gardez votre fougue, votre dynamisme, et on vous souhaite l'écrit longtemps encore. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Tu peux bien me dire pourquoi j'irai voter aux élections municipales? 1er novembre, on vote. Voulez-vous bien me dire pourquoi j'irai voter aux élections municipales? « 1er novembre, on vote. Peux-tu même dire pourquoi j'irai voter aux élections municipales? « 1er novembre, on vote.